Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du décryptage de l'actualité sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette émission, la deuxième édition du Forum pour la paix et la sécurité en Afrique qui a pris fin ce mardi à Dakar, au Sénégal. Cette rencontre marquée par un fort parrainage et une forte présence de la France, pendant que les chefs d'État africains brillaient par leur absence, nous a amené à nous demander si le Forum pour la paix et la sécurité en Afrique est-il du moins réellement une rencontre stratégique ou un quitus à la présence militaire de la France en Afrique. Vous aurez l'avis de nos analystes dans un instant et puis nous parlerons du Bénin par la suite où les politiques peinent à émerger à 3 mois de la présidentielle de 2016. Les formations politiques tant de la mouvance que de l'opposition se cherchent toujours et sont à la recherche du meilleur candidat. Nous finirons cette émission par le dialogue politique annoncé en République démocratique du Congo. La RDC est-elle en crise pour que son président initie un dialogue à 1 an de la fin de son mandat? Le président Kabila serait-il sur les traces de son voisin Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville? Autant de questions à décrypter dans un instant avec nos invités. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, voici le flash d'information. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, s'est opposé au dialogue politique annoncé par le président Kabila et a invité ce dernier au respect strict de la Constitution. Précisons qu'aucune des élections qui devraient se tenir en RDC depuis la réélection de Kabila en 2011 n'a pu avoir lieu. En Afrique du Sud, les 8 policiers reconnus coupables du meurtre en 2013 d'un chauffeur de taxi mozambicain qui avait été traîné sur la chaussée par un fourgon de police ont écopé ce mercredi de 15 ans de prison. Ce fait divers qui avait eu lieu à Johannesburg avait suscité l'indignation dans le monde entier. Au Burundi, le parti au pouvoir s'en est pris violemment ce mercredi à la Belgique, ancienne puissance coloniale, d'armer l'opposition dans l'objectif de recoloniser le pays plongé depuis 6 mois dans une crise politique. Cette accusation intervient au lendemain de la résolution déposée et rédigée par la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous ouvrons le débat avec la deuxième édition du Forum pour la paix et la sécurité en Afrique qui a pris fin le mardi dernier à Dakar. Une rencontre marquée par un fort parrainage, je le disais tantôt, et une forte présence de la France pendant que les chefs d'État africains brillaient par leur absence. On se demande aujourd'hui si cette rencontre est une rencontre réellement stratégique ou un quitus à la présence militaire de la France en Afrique. La réponse de nos invités, c'est après ce générique. Pour débattre des sujets au menu de cette émission, j'ai sur ce plateau Georges Amelon. Il est journaliste et analyste politique au Bénin. Georges Amelon, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Joël Arofeli. J'ai également sur ce plateau Joël Yetondi de la rédaction de SICA. Joël Yetondi, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Georges Amelon. Nous démarrons les discussions avec vous, Georges Amelon. À votre avis, ce forum, je le disais tantôt, est-il vraiment un forum stratégique et utile pour la sécurité, ou bien c'était juste une manière de valider la présence militaire de la France en Afrique? On peut l'analyser de mon point de vue de plusieurs manières. Oui. La première des choses, c'est que la sécurité, la paix et la sécurité sont une nécessité pour l'Afrique. Plus personne n'en doute aujourd'hui. On sait qu'il n'y aura pas de développement chez nous tant qu'il n'y aura pas des nations pacifiées, des endroits où peuvent se développer réellement les activités économiques. On sait très bien également que ces choses-là ne se feront pas sans regarder et prendre en compte la mainmise de certaines puissances sur les territoires africains. Ça date de la colonisation, mais il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui encore, le protectorat est toujours présent, réclamé même par les Africains. Oui, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils le savent très bien, d'assurer par eux-mêmes leur propre sécurité. Ils n'ont pas les moyens ou bien ils sont déstabilisés? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des intérêts inavoués de ces puissances anciens colonisateurs ou colonisatrices du moins. Il est évident qu'il y a les éléments de déstabilisation. On ne sait pas où, venant de la Libye, certains sont entrés au Mali. Bien sûr. On sait très bien, de toute façon, comment la Côte d'Ivoire
a connu la guerre qu'elle a subie il y a encore quelques années. En réalité, la déstabilisation est toujours présente et elle le sera toujours tant que des intérêts, comme vous dites, seront présents en Afrique. Mais il faut bien se rendre compte aussi qu'aujourd'hui, quand on parle de maîtrise de la sécurité en Afrique, on ne peut pas le faire aujourd'hui, ni en Afrique ni ailleurs, sans un regard global, sans l'apport et la coopération qui peut se faire autour du thème de la sécurité. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les services de renseignement américains, français, allemands et autres coopèrent ensemble. Et qu'on le veuille ou non, quand vous regardez, même pendant la guerre froide, il y avait de la coopération entre les services soviétiques et les services américains sur certains points spécifiques, dès qu'il s'agissait de se protéger d'autres personnes. Aujourd'hui, il y a une donnée essentielle qui est celle du terrorisme, qui apparaît avec beaucoup de force, qu'on a instrumentalisé pendant longtemps, mais qui aujourd'hui prend des proportions qu'il faut nécessairement regarder de près. Aujourd'hui s'impose à tout le monde. Alors, croyez-moi, on sera bien incapable au Mali de se défendre contre les terroristes si on ne fait pas appel à une puissance étrangère, à une puissance de fait plus grande. Il faut aussi s'intéresser aussi aux origines de la crise malienne. On nous les cache. Je l'ai dit tout à l'heure, chacun sait d'où sont partis ceux qui sont entrés au Mali. Voilà. Il a fallu qu'on déstabilise la Libye. Au-delà de la Libye, il y a des intérêts dans le désert malien. Bien sûr. Qu'on nous cache. Bien sûr, c'est connu. Nous n'y reviendrons pas. Mais qu'on le veuille ou non, l'objectif affirmé pour chacun, c'est qu'il y ait de la sécurité, qu'il y ait de la paix. À partir de ce moment-là, on est bien obligé de coopérer. Et je disais, nous en arrivons même à réclamer cette coopération, ce protectorat, comme je disais tout à l'heure, de la France et d'autres puissances, tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'Afrique n'a pas les satellites pour voir certaines choses que d'autres peuvent voir et sur lesquelles ils peuvent apporter des renseignements. Le renseignement en Afrique est essentiellement humain, mais il n'est pas encore électronique. Il n'est pas encore numérique. Et de ce point de vue, la coopération étrangère apporte cette dimension-là. Mais cette coopération étrangère a également besoin du renseignement humain. Aujourd'hui, les Français ne peuvent pas faire dans le désert malien sans l'apport des populations qui sont capables de renseigner utilement. Donc, les deux sont forcés de se compléter. Et il faudra bien qu'on fasse ensemble. Mais il faudra simplement que les États africains ne perdent pas de vue qu'ils se doivent de s'affranchir de plus en plus et de devenir de plus en plus indépendants, même si la coopération, qu'on soit indépendant ou non, est indispensable. Ça, c'est l'idéal. Joël Yetondi, alors vous avez également suivi ce forum, cette deuxième édition du Forum pour la paix et la sécurité en Afrique. La France était vraiment présente. Les pays africains ont brillé par leur absence. Les présidents africains, le Nigeria n'y était pas, le Tchad n'y était pas, alors que ce sont des pays menacés par Boko Haram. On n'a pas vu la Centrafrique. Alors, à quoi ça a servi un forum où on a vu plus la France que les Africains eux-mêmes? C'est une question légitime, mais au demeurant, nous devons remarquer qu'il y avait des raisons avancées quant à l'absence de ces chefs d'État. Et ils ont su se faire représenter au plus haut niveau. On les a vus en France. Pendant ce temps, ils s'occupaient du COP 21. Et ça, ce n'est pas inutile. Oui, mais la question de la sécurité aujourd'hui, à leur porte, c'est quand même préoccupant. On abandonne la sécurité pour aller faire un pré-sommet à Paris. Alors que le vrai sommet même est prévu. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ce pré-sommet, il s'agit aussi de l'Afrique. Et on ne peut plus continuer aujourd'hui à vouloir faire les choses en grand pour le monde sans les Africains. Sans les Africains. Non, ce n'est pas ça. On préfère aller en France pour faire acte de présence, pour être plus visible. C'est plutôt une marque de confiance à leur père, qu'est Macky Sall, qui les a amenés à effectuer ce déplacement. Un des leurs qui a pris le devant de ce forum, qui a été conduit de main de maître quand on suit de bout en bout la façon dont les débats ont été menés. Je dis une fois encore, c'est d'abord à son natif, Macky Sall. Maintenant, ces chefs d'État, parce qu'il n'y a pas les autres, quelle décision il peut prendre au nom du Nigeria, par exemple? Ce n'est pas sans Buhari, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Boko Haram? Je dis, et ça, nous ne devons pas l'oublier. Et une fois encore, je suis heureux pour cette Afrique qui timidement met en vérité est en train de grandir. Ils l'ont compris, ces chefs d'État, quand on suit les débats, je dis une fois encore, ils ont su se faire représenter. Au-delà des ministres qui étaient là, il faut voir, c'est des hommes de rang
de classe qui étaient là pour chaque pays. Et ça, ce n'est pas rien. On aurait pu voir ces chefs d'État présents, ils vont nous présenter des discours fleuves, comme d'habitude, et à la fin, on n'aura rien. Mais ils sont venus à une conclusion que tout à l'heure, Georges Hamon a La souligné. conclusion, c'est sécuriser les pays africains par eux-mêmes. C'est bien ça. Et ça, c'est important. Oui. Si les Africains eux-mêmes, de plus en plus, se rendent compte qu'on ne peut pas réaliser l'équation paix et sécurité qu'avec les Africains eux-mêmes, je dis que c'est grand. Hier, on n'y croyait pas. Comme ça a été souligné tout à l'heure, le constat est que trop tôt, on a démissionné de ce point de vue. On n'y accordait pas suffisamment de crédit. Ils sont nombreux, ces pays, je ne veux pas en citer, où on a l'impression que c'est simplement une occupation française qui n'a pas de nom. C'est la France qui fait tout, qui assure la sécurité dans les moindres détails. Aujourd'hui, qui s'asseyent et qui se rendent compte que pour aller de l'avant, il va falloir que les Africains de plus en plus commencent à assurer eux-mêmes leur sécurité et que cette sécurité ne peut pas être assurée individuellement, mais ensemble, en synergie d'action, c'est heureux. Et plus loin, pour une fois, c'est vrai, ce sont les ministres, mais je dis, ça a la valeur que ça a. On verra ce qu'on en fera de la suite. Mais déjà par rapport aux conclusions, aux attitudes tenues par les ministres, je trouve que c'est heureux. Ce sont eux-mêmes qui ont reconnu que oui, pendant longtemps, nous avons délaissé la partie nord de la plupart de nos pays, sans infrastructures socio-communautaires. Et ça reste aujourd'hui un maillon indispensable si nous voulons faire de la sécurité vraiment le nerf de la guerre pour permettre à nos pays de décoller. Qu'est-ce que ça dit? Dans peu de temps, ces pays qui de plus en plus n'accordaient pas d'intérêt à ces parties de leur pays vont commencer par investir. Et ça va impacter. Il faut attendre plus la loin. France. Il faut que ces pays Ils n'ont pas attendent attendu la France. Justement Ils n'ont pour prendre pas- cette décision. Non, non, ils n'ont pas attendu la France. Je dis, il faut Ils ont partir de attendu quelque qui, part. alors? Ils ont attendu. Parce que le sommet, le forum a été dominé par la présence française. Non, pas la France. Aujourd'hui, Il y a qui le Drian qui cherche était à là. positionner ses services de renseignement Non, sur le on continent ne peut africain. pas. Le départ de ce forum, il y avait la France. Oui. À César ce qui est Et à il est César. toujours- la France est Et toujours là, elle est toujours là. attention, si la France a été d'abord initiatrice du forum, l'idée maîtresse venait de la France et les Africains ont dit oui, il faut qu'on se retrouve autour de ce forum. Et ça a été fait. Et qu'ensuite, à l'issue du premier forum, les Africains ont dit, ça c'est une bonne idée. Il faut que de plus en plus, comme dans une famille, comme on s'est si bien levé, c'est plutôt une aberration. Oui. L'Africain, vous ne me direz pas le contraire. Toute décision se prend avec la grande famille. On s'assoit, on prend les décisions Il y a eu qui plusieurs s'imposent. forats sur la question Non, de sécurité en l'Afrique. Vous avez l'Afrique vu est en la train- question de Boko Haram jusqu'à aujourd'hui. Il y a S'il eu vous plaît. tellement de rencontres. Et voilà, Qu'est-ce qui a le été deuxième fait? forum On a parlé débattu d'une force aussi de cette force. multinationale au Nigeria, au Tchad. La rencontre, on a jusqu'à discuté. maintenant, vous n'avez rien. Je pense il y a que rien. non. Attention. Ça sert à rien, justement, alors de s'aller s'asseoir pour continuer. Le combat contre Boko Haram, Oui. il faut faire attention. Il ne faut pas y aller la tête baissée. Alors, Et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, les gens le font avec la réflexion qu'il faut, le recul qu'il faut. Et je dis, il faut saluer cette rencontre parce que c'est des idées maîtresses Alors, qui en sont laissons- sorties. C'est l'application qu'il faut peut-être voir. Oui, mais Et c'est je ça dis, le problème. Non, On n'a c'est jamais un autre personne pas. pour mettre en application. Non, ne disons On pas confie ça, cela ne aux disons pas Africains. ça. Pour ce Mais qui a été fait- personne n'est là pour mettre en application. Pour ce qui a Le été problème fait de cette paix, de fois-ci. sécurité se pose toujours dans nos pays. Alors, nous laissons Georges Hamelon. Oui. Je crois qu'il faut, sur ce sujet-là, garder la tête suffisamment froide pour reconnaître un certain nombre de choses. Oui. La première, c'est que la présence des chefs d'État n'était nullement indispensable. Vous Nullement pensez, on n'a indispensable. pas besoin d'un Bouhari, Je vous d'Idriss ex- Déby je vous- je- pour parler de je m'explique. la menace Boko Haram. Oui. Je m'explique. Oui, expliquez. Dans un forum comme celui-là, vous avez besoin des hommes qui vont mener l'action, qui vont concevoir et mener l'action. Oui, on a besoin aussi des hommes de décision. Ah, ce sont les hommes d'action qui conçoivent les plans. Ça signifie que si, à Dakar, vous avez eu les patrons des services de renseignement, si vous avez eu les chefs des armées, vous avez déjà l'essentiel. La défense, la sécurité, c'est d'abord l'affaire des hommes de terrain. C'est eux qui font les constats, qui remontent vers les décideurs. Et je crois qu'à Dakar, la question de fond, c'était d'abord d'examiner les problèmes qui se posent, d'en examiner les contours et de pouvoir dire quelles sont les décisions qu'on peut prendre, quelles Ce sont n'est pas les- la première fois qu'on examine. Quelles sont les directions on est tout dans le temps là lesquelles sur on le peut continent aller. africain. Les gens passent tout leur temps à examiner, mais on ne met jamais en application. Je Et suis pendant con- ce je- temps, ce je- sont les forces françaises Non, qui sont là je suis pour convaincu sécuriser d'une les chose. pays africains. Je suis convaincu d'une chose, Joël Arofodi. Le précédent sommet n'avait pas entre les mains le dossier malien, n'avait pas entre les mains Boko Haram tel que ça se présente aujourd'hui.
il n'y avait pas Bangui. Il n'y avait pas un certain nombre de données qui sont des données nouvelles et qu'il faut examiner. Maintenant, la deuxième chose aujourd'hui vont permettre de régler le problème en Centrafrique. Je suis convaincu en tout cas que si une réflexion se mène sur la question, c'est qu'elle est nécessaire. Après, on peut s'offusquer ou non de la présence de la France. Donc, mener encore des réflexions alors qu'il y a eu des forats où on a déjà mené des réflexions sur ces mêmes problèmes. Mais la qualité de ce forum de Dakar, c'est que pour une fois, nous avons une réelle unicité d'action qui se dessine. Alors que jusque-là, nous avons eu les Grands Lacs de leur côté, l'Afrique centrale de l'autre, l'Afrique de l'Ouest quelque part. Le problème de Boko Haram, ça avait été pris à bras le corps par tout le monde. Non, désolé. Même la France également a eu à faire des sommets sur le problème. Désolé, l'affaire de Boko Haram, elle a été traitée par des pays, un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest. Certains autres n'y étaient pas associés. Je ne sache pas que des pays de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique australe a été associé à la question. Donc vous pensez que je crois tout simplement, si vous me laissez développer, qu'il faut prendre conscience de ce qu'il faut se réunir autant de fois qu'il faut avec les hommes qui connaissent le terrain et qui peuvent orienter l'action avant de décider. Et je crois que c'est une bonne chose que pour une fois, on ait eu ce type précis de forum-là. Ensuite, on peut s'offusquer de la présence de la France. Mais aujourd'hui, soyons réalistes, pouvons-nous nous en passer? Où en serait le Mali aujourd'hui si la France n'était pas intervenue? Et quand on prend la question Boko Haram, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Bouhari lui-même a été contraint de demander l'aide de la France et des États-Unis. Ce qui signifie tout simplement que nous n'avons pas les moyens tout seuls de régler certaines questions. Donc, il est clair que on peut être gêné après 50 ans d'indépendance, d'être obligé encore de faire appel à un protectorat militaire. Bien sûr, mais c'est nos réalités. Alors pourquoi ne pas le faire dans le cadre de l'Union africaine, par exemple? L'Union africaine qui est là, qui aurait pu organiser ce sommet. La Commission de sécurité de l'Union africaine a démontré ses limites aussi. Des limites qui sont dues à ce que sont nos États africains, mais qui sont dues aussi à ce dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir... Si l'Union africaine n'a pas pu relever ce défi, vous pensez qu'un forum qui a été organisé sur le TAP peut relever un défi aussi? Il y a une réalité aujourd'hui, c'est que si vous en gardez la mémoire, les pays européens eux-mêmes aujourd'hui se rendent compte qu'il faut régler les problèmes de sécurité et de paix en Afrique parce que ces problèmes-là débordent sur leurs frontières à eux. Tout à fait, bien sûr. Il y a donc une prise de conscience qui est beaucoup plus aiguisée aujourd'hui par rapport à la question. Ce n'est pas pour rien que pour tout ce qui est migration, réfugiés, tout ça aujourd'hui, on fait appel à l'Afrique pour donner un coup de main. Et je crois que cette prise de conscience collective permet de changer un peu le regard qu'on avait sur l'ensemble des questions de paix et de sécurité qu'il y avait à régler. La belle preuve, c'est qu'on est même allé chercher la Russie pour parler de ces problèmes-là. Il y a pas si longtemps, on croyait pouvoir se passer de l'Iran et de la Russie pour régler le problème syrien. Aujourd'hui, on est obligé de dire parlons avec eux aussi. Même si la France continue à freiner des quatre fers, d'autres ont déjà compris qu'une solution globale sera indispensable, qu'elle est nécessaire et indispensable. Je crois qu'il en est de même aujourd'hui pour ce qui concerne l'Afrique. Chacun se rend compte que tant que l'Afrique ne sera pas pacifiée, l'Europe aura constamment des décisions à prendre et donc qu'elle ne sera pas capable d'assumer. Joël Yetonji, alors parler de la paix et de la sécurité sur le continent africain, alors qu'on peut le faire dans le cadre de l'Union africaine, c'est pour quelle finalité? Je dis, on ne doit jamais oublier sur tout autre sujet d'où l'on vient. Et ce forum, ça a été l'initiative d'abord de la France. Les Africains ont accompagné. Aujourd'hui, vouloir aller chercher l'Union africaine, ce serait pour moi déplacer les sujets. Il ne le faut pas. Il faut être juste. Il faut le faire dans un cadre bien délimité. L'Union africaine est cette institution qui aujourd'hui porte la voix du continent. Est-ce que je vous dis simplement, et vous le savez très bien, de donner plus de moyens trop de viande dans la sauce ne garde pas la sauce. À vous de savoir comment vous y prendre. Et ce qui se fait aujourd'hui, si l'Union africaine, vous savez, les grandes décisions qui ont commencé par être prises, ont commencé par influer
un peu cette léthargie notoire reconnue à l'Union africaine. Vous allez constater que de plus en plus sur un certain nombre de sujets, l'Union africaine prend le devant des choses. Et c'est heureux. Tout ça, c'est à l'actif de l'Afrique. Donc, le forum de Dakar, une fois encore, je dis, c'est une rencontre très heureuse. Et des décisions heureuses ont été prises. J'ai vu des langues se délier, des gens parler à cœur ouvert. Ça, l'Afrique en a besoin. Citez-moi un sujet, un seul problème sur ce continent ou ailleurs qui se pose et on n'a pas fini par s'asseoir pour en parler. Si les Africains, aujourd'hui, ont vraiment l'honnêteté de reconnaître qu'il leur faut se serrer les mains et regarder ensemble de l'avant, je pense que c'est à l'actif de l'Afrique. Vous avez parlé, par exemple, ça fait des du années Mali. que les Africains se servent. Non. Vous avez vu de cette façon-là. Le cas de Boko Haram, jusqu'à maintenant, vous n'avez toujours pas encore la force multinationale. Je ne sais pas, là ça où fait vous des voulez... années qu'on en parle. Non, je ne sais pas là où vous voulez m'amener, mais non. Alors que je comprends votre rôle, les décisions qui sont prises ne sont pas mises en application. À quoi ça sert? Attention, il y a effectivement une grande différence, ce qui a été fait à Dakar et ce à quoi nous avons assisté de par le passé. Allons-nous oublier Vous pensez donc qu'il y a une différence? Allons-nous oublier une grande différence, que autour de la table... Les autres rencontres ont eu lieu à Paris, hein, s'il vous plaît. Sous la houlette de François Hollande. En bon panafricaniste, je vous dirais, c'est heureux, la rencontre a eu lieu sur le sol africain. Voilà. Et on ne peut pas prendre des grandes décisions sans cette Afrique-là. Voilà. Et c'est heureux. Donc c'est à la différence de l'Afrique, de la France, je veux dire. Une décision prise en France, on pourrait dire, d'autres pourraient vous dire que ce n'est pas ce qu'il faut. Parce que là où se joue le conflit, c'est en Afrique. Il faut penser en Afrique. Et les chefs d'État africains ont compris et ils sont en train de le faire. Il faut l'applaudir et les encourager. Maintenant, ce à quoi il faut s'attendre, c'est qu'il y ait vraiment l'application de toutes ces décisions-là. C'est autour de cette table-là. Vous me rejoignez. Non, pas la même façon. Pas de la même façon. Parce que là, ça ne sert à rien de discuter, de prendre des décisions, des recommandations sur des recommandations. Les chemins peuvent être tortueux pour arriver à... C'est la fin qui justifie les moyens. Mais aujourd'hui, il y a toujours le problème de sécurité sur le continent. Mais le problème de sécurité existe aux États-Unis, il existe en France, il existe en Russie, il existe partout. Le problème Boko Haram n'est toujours pas réglé. Ça fait plus de 3, 4 ou 5 ans. Mais le problème du terrorisme, on fait des sommets par rapport à Boko Haram. Le problème du terrorisme n'est pas réglé. Le problème du terrorisme n'est pas réglé aux États-Unis. Il n'est pas réglé en France. Mais c'est pas la même chose. Boko Haram n'est pas la même chose. Mais les Américains ont fini par avoir Ben Laden, mais aujourd'hui, Boko Haram aujourd'hui est toujours là. Mais ils n'ont pas eu les I, ils n'ont pas eu les I. Qui est le répondant de Boko Haram est toujours là à narguer tout le monde. À ce jour, la France est toujours sous l'emprise de vigie pirate. Depuis des mois. Oui, mais... Et pourtant, il s'agit d'un seul État. Tout à fait. Et d'un État puissant. Mais qui ressent avec force la déstabilisation qui vient de l'extérieur. Hier encore, un homme a été arrêté qui préparait un attentat sur la base de Toulon. C'est pour vous dire tout simplement qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre asymétrique. Et Boko Haram relève de ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Ce qui est sur Boko Haram, c'est beaucoup plus de morts en Afrique. Bien sûr. Ce qui justement présente le danger qu'une seule personne, un seul État, ne peut pas s'occuper de guerre asymétrique. Là n'est pas la question. Mais la réalité est celle-ci, c'est qu'il faudra nécessairement passer par un certain nombre d'étapes pour maîtriser de façon définitive la question de la sécurité. Nous l'espérons pour les pays africains, nous l'espérons pour tous les Africains, pour nous-mêmes, bien évidemment. Nous ne sommes que des analystes, nous ne donnons pas de leçons, mais nous disons ce que nous voyons et nous apportons des propositions à ceux qui nous dirigent pour que ce qui se fait soit mieux fait. Madame, Monsieur, c'est tout pour notre premier débat de ce jour. Nous abordons sans transition le deuxième sujet du jour qui nous emmène au Bénin où les politiques peinent à émerger à 3 mois de la présidentielle de 2016. Les formations politiques tant de la mouvance que de l'opposition se cherchent et recherchent actuellement le meilleur candidat. Ceci à la veille de ce grand rendez-vous électoral béninois. Vous aurez l'analyse de nos invités après ce générique. Le débat se poursuit avec Joël Yetondy et Georges Amelon. Ils sont tous béninois, analystes et journalistes au Bénin. Joël Yetondy, comment peut-on expliquer selon vous cette incertitude qui se constate aujourd'hui dans le rang des politiques béninois à 3 mois du scrutin présidentiel de 2016? Donc, il y a une nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est la présence de 2 figures qu'on pourrait qualifier de fortes
quand on tient un peu compte de la géopolitique au Bénin, il faut dire que de tout temps, la question du financement des partis politiques a été évoquée, mais jamais étudiée, approfondie, et donc restée latente. Cette question non réglée a posé un problème et continue d'en poser, et posera encore peut-être pendant longtemps, tant que les décideurs et plus précisément ceux-là appelés à voter des textes de loi qui tiennent compte de l'aspiration profonde d'un pays qui se veut émergent, ne le feront pas, on en sera là. Ce dont il est question, c'est qu'il va falloir tout faire pour financer les partis politiques. Le financement des partis politiques, ce n'est que secret de polichinelle au Bénin, c'est d'abord la chose des opérateurs économiques. Ce sont eux qui, dans l'ombre, essaient d'appuyer, d'accompagner les acteurs politiques. Et lorsqu'aujourd'hui on vous dit qu'il y a deux figures fortes qui se jettent dans la danse eux-mêmes pour prendre le devant des choses, ça devient compliqué. Alors l'appui viendra d'où? C'est la grande question. Et qui soutenons-nous? Dire que ce soit ceux-là qu'on voit aujourd'hui en course soutiennent tout le monde et n'importe qui à la fois, c'est-à-dire que X est soutenu par Y et soutenu par Z. Dans ces conditions, lorsque ceux-là prennent le devant, se pose à chaque parti la personne derrière qui on va pouvoir s'allier. Donc c'est le problème fondamental qui fait qu'on ne voit pas aujourd'hui les acteurs politiques. Oui, mais écoutez, après quand même plus de 20 ans de renouveau démocratique, aujourd'hui que les partis béninois, que les formations politiques au Bénin soient encore à ce niveau, est-ce que ce n'est pas inquiétant? C'est inquiétant. Nous sommes à 3 mois de l'élection et on ne voit rien. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération de politiciens en griffe, ce sont des hommes d'affaires qui veulent prendre justement le gouvernail pour dire nous voulons diriger le pays parce qu'il y a trop de bêtises. Et quand vous appréciez très bien, vous constatez simplement que c'est cette démission, et ce manque d'impact positif qu'on pourrait attendre de ces acteurs politiques qui a conduit là où on en est. On aurait pu avoir un autre schéma si ces acteurs politiques se sont montrés eux-mêmes conséquents. Ils ont laissé le terrain très libre. Ils ne se sont pas montrés pour un Bénin qui a un virage parce que l'actuel chef d'État est à la fin de son second et dernier mandat constitutionnel. Se pose alors le problème de qui va le succéder. Et ne trouvant personne pour le faire, cette opposition qui n'est pas parvenue à parler d'une seule et même voix comme partout ailleurs, les acteurs politiques... Également, même la mouvance présidentielle qui n'arrive pas à se trouver un candidat. Oui, ça c'est encore un autre casse-tête qu'il faut apprécier autrement. Mais cette opposition, cette classe dite d'opposition qui veut prendre la relève et qui n'arrive pas à parler d'une seule et même voix pour permettre à ceux-là qui hier finançaient dans l'ombre de pouvoir faire aussi un choix, alors les concernés se voient dans l'obligation de prendre le devant des choses. Et prenant le devant des choses, il est question pour les autres de pouvoir les accompagner. Et ça explique simplement ce à quoi nous assistons. Et celui à qui ceci aurait pu profiter ou devrait profiter, c'est bien la mouvance. Mais malheureusement, cette mouvance aussi est en train de se chercher, comme vous l'avez souligné en introduction. Si cette mouvance avait pu choisir un seul candidat, un candidat qui fait l'unanimité, la chose aurait été encore plus facile. Alors, mais on en est encore là où on en est, beaucoup de surplace, mais la situation finira par se décanter. Jean Jamelon, l'incertitude et le branle-bas au sein des formations politiques à 3 mois des élections politiques, comment est-ce qu'on peut encore expliquer cela? Dans les autres pays, à 6 mois, à 1 an, on connaît déjà les dauphins, on connaît les prétendants. Joël Liétonji disait tout à l'heure très justement qu'il faut voir d'où on est parti. Tous les analystes politiques, tous les observateurs de la chose politique au Bénin reconnaissent que depuis 1992, depuis 1990 plus précisément, pour en revenir à la conférence nationale. L'année du renouveau, oui, le renouveau démocratique. Nous n'avons jamais eu de parti politique, mais plutôt des clubs électoraux. Quand on reconnaît la chose de cette manière-là, on sait déjà qu'on a en place des appareils qui sont singulièrement faibles. Parce qu'attachés à une personne, qui est l'alpha et l'oméga du parti en question, qui fait la pluie et le beau temps. Bien sûr. Le problème, c'est que ces figures de proue, pour la plupart d'entre elles, ont pris du recul. Simplement parce que, pour la plupart d'entre elles, celles que nous connaissions ne sont plus en mesure aujourd'hui de briguer le fauteuil présidentiel. Il se trouve donc que nos clubs électoraux n'ont pas pu vivre ces dernières années sans constituer d'abord et avant tout des alliances. Des alliances qui se sont faites, qui se sont défaites, mais qui n'avaient pas d'autre aboutissement que la conquête du pouvoir. Il se trouve aujourd'hui que nous sommes à la croisée des chemins parce que pendant 10 ans, nous avons un régime où un seul homme
à confisquer, disons, la chose politique, en étant l'alpha et l'oméga de toute chose, en étant le décideur même de l'existence ou de la non-existence des autres forces politiques sur la scène publique. Et à partir du moment où il en a été ainsi, ces formations politiques se sont retrouvées totalement affaiblies. Nous arrivons aujourd'hui à la fin du cycle de cet homme-là avec ces formations totalement affaiblies, mais avec également une nouvelle donne, celle de ces faiseurs de rois qui jusque-là apportaient le nerf de la guerre, mais qui a été tant et si bien piétiné par ces personnes qu'eux-mêmes ont contribué à hisser au pouvoir, qu'ils préfèrent aujourd'hui prendre le devant des affaires. Prendre le devant des affaires. Pourquoi je vous ferai roi si moi-même je peux être roi? Alors, quelle appréciation justement faites-vous de cette envie que justement ils ont eue? Ils se disent, les opérateurs économiques disent, ok, nous devons aller diriger nous-mêmes les affaires de cette J'ai vu beaucoup de gens s'offusquer de ce que des hommes d'affaires se lancent dans la course. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons nous en prendre qu'aux hommes politiques qui n'ont pas su les garder à leur place. La deuxième chose, de mon point de vue, c'est qu'ils sont des Béninois comme les autres. Donc, des citoyens qui peuvent aller aux élections. Et mon observation, c'est que jusque-là, nous avons fait confiance à des banquiers. Pourquoi ne ferions-nous pas confiance à des hommes d'affaires? Le banquier n'a jamais rien inventé. L'homme d'affaires, au moins, invente l'entreprise. Essaye d'avoir une vision de l'avenir. Peut-être que, passant des banquiers aux hommes d'affaires, nous aurions peut-être d'autres perspectives. C'est une boutade que je lance. Mais c'est pour dire que, pour moi, il n'y a rien à craindre de ce que des hommes d'affaires décident d'entrer en politique. On craint peut-être leur puissance de feu. On craint peut-être le fait qu'ils aient beaucoup d'argent et qu'aujourd'hui, nous nous rendions bien compte que tout parti confondu, la classe politique est devenue vénale. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'argent gagne les élections. Et c'est peut-être pour ça que très tôt, certaines personnes crient au loup. Oui, mais en réalité, pour moi, quelle est la finalité? Je me dis, il faut tout simplement qu'un homme arrive à prendre le lead en 2016. Mais qu'il soit un homme qui porte les aspirations qui sont celles d'une population. Et le meilleur indice pour moi aujourd'hui de ces aspirations, c'est un plan qui s'appelle Alafia 2025, qui est là, qui est rédigé, articulé, et qu'il suffirait que quelqu'un chausse pour amener le Bénin vers une destination qui a fait consensus. Dans le rang de la formation au pouvoir, la coalition au pouvoir, aujourd'hui peine également à désigner un candidat. On parle tantôt de Lionel Zinsou, le Premier ministre, qui serait un dauphin imposé par la France, ou encore du ministre des Finances, Kwame Kouché, qui n'aurait pas les 40 ans requis à la date des élections. Comment est-ce que vous comprenez ce brouhaha dans le camp présidentiel? Non, c'est un brouhaha, si on peut le qualifier ainsi. C'est légitime, c'est normal. Je le disais en introduction, l'actuel chef d'État est à la fin de son mandat constitutionnel. Se pose le problème de sa succession, si on peut parler ainsi. Il y a un slogan un peu phare et propre aux militants FCBE, c'est après nous, c'est nous. Que l'opposition a essayé plus d'une fois de balayer d'un revers de main. Il faut saluer à la vérité un peu la ténacité du chef d'État qui essaie de tenir quand même la bague, même si elle est en train de tanguer. Pourquoi? Parce qu'on a vu de par le passé des alliances autour des chefs finissant s'éclater un peu plus tôt. Pour l'instant, FCBE, ça tient encore. Donc ce qui se passe jeudi, ma foi, est normal. On voit un chef qui est en train de partir, on se demande qu'est-ce qu'on doit encore à ce monsieur? Qu'est-ce qu'il pourra encore pour nous? Donc, les gens veulent se libérer. Oui, mais s'il n'organise pas la maison avant son départ. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est le rattraper. C'est ce qu'il est en train de faire. Hier, observez qu'on n'a jamais eu de primaire. Aujourd'hui, on parle de primaire. Hier, ce n'était pas comme ça. C'est chaque base, chaque parti ou mouvement constituant la grande alliance qui essaie de faire des propositions. Et c'est au chef de choisir. Le chef a son mot à dire en des propositions. Le chef choisit, tu es d'accord ou pas, on fait avec. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne veulent plus subir ça. Les gens ont compris que le chef veut partir et chacun veut s'affirmer. Et c'est dans ce combat qui ira à l'éclatement de la formation de l'alliance qu'on essaie de préserver ce qu'on peut encore préserver et conduire les gens à ce qu'on a appelé primaire. Mais est-ce un primaire véritablement démocratique? Ça, c'est la grande interrogation. Mais c'est pour permettre justement
à ce qu'il n'y ait pas de grincement de dents après le choix qu'on en est là. Est-ce que les FCBE parviendront à faire un choix véritablement consensuel? J'ai l'impression que oui, on finira par choisir quelqu'un, mais pour autant, il y aura toujours des transfuges dans ce qui va se passer. Ce qui est sûr, ces querelles internes vont certainement profiter aux hommes d'affaires aujourd'hui qui se positionnent. Ah, ça reste à dire, on ne peut pas aller si vite en besogne. Parce que tout dépend de l'homme qui sortira de ce primaire-là, oui, de l'homme qu'on choisira. Il y a des querelles et il y aura toujours des querelles. Il y aura toujours des querelles. Parce qu'il n'y aura pas d'homme de consensus. Constaté avec, c'est en cela que je dis, Bodiayi, on lui a tout reproché. Je dis, on peut l'étudier cet homme-là. Politiquement, je le trouve très bien. Il sait prendre du recul, il sait jouer des acteurs politiques. Oui, c'était pas évident que cet homme vienne. Est-ce qu'il ne risque pas de s'emballer lui-même? Parce que 2016, aujourd'hui, tout est flou. Tout est flou. Il y a encore 4 mois, même 2 mois avant la présidentielle, qu'il a ramené au pouvoir. Je suis sûr, vous allez interpeller plus d'un acteur politique. Oui, on ne le voyait pas venir. Je dis, les FCBE ne sont pas enterrés de sitôt. Tout peut arriver, tout peut se passer. Qu'on décide aujourd'hui d'aller au primaire, ce n'est pas anodin. À la dernière minute, il n'a pas encore sorti son dernier joker, il le sortira. Ça ressemblera à quoi? Les opérateurs économiques aujourd'hui en course parviendront-ils vraiment à sortir aussi le grand jeu? Parce que quand je les observe, ma foi, je dis, bien malin qui pourra nous dire ce à quoi nous assisterons dans les prochains mois. Très rapidement, Georges Armelon, l'incertitude dans le camp de la mouvance présidentielle. Oui, je crois qu'il y a bon nombre de choses qui la justifient. Joël Yetanji l'a dit tout à l'heure, nous vivons une fin de règne. Une fin de règne, c'est toujours une chose compliquée, surtout quand, pendant l'ensemble du règne, la figure emblématique, le leader emblématique a confisqué la décision. Alors, aujourd'hui, il se trouve tout simplement que ce leader qui s'en va doit assurer ses arrières. Bien sûr. C'est son principal intérêt à lui. Parce que, comme dirait l'autre, il y a des casseroles dont il faudra bien pouvoir se justifier. Maintenant, il y a également que, voulant assurer ses arrières, il faut qu'il sécurise, disons, l'occupation du fauteuil qu'il quitte. À partir de ce moment-là, il lui faut trouver l'homme idéal. Le bon dauphin. Mais comment trouver l'homme idéal dans un panier de crabes où il faut nécessaire, où beaucoup attendaient leur heure, mais où lui-même a fait naître des ambitions là où certains n'en auraient même pas eu par le passé. Et dès l'instant où on se retrouve dans un tel panier de crabes, il faut que quelqu'un émerge. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on parle d'un processus qui devrait ramener un minimum de consensus dans la maison, les primaires. Mais comme Joël l'a dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'à l'issue des primaires, le consensus soit total et que tout le monde se dise, on se range derrière l'homme qui a été choisi. On l'a déjà vu sous d'autres cieux, les primaires ont abouti à l'éclatement des divisions. Des partis Merci Georges Armelon. Maintenant, il y a une chose que nous n'avons pas notée, c'est que les mêmes faiblesses apparaissent au sein de l'opposition, où l'Union pour la Nation peine jusqu'à présent à désigner son candidat. Donc les jeux sont totalement ouverts. Il faudra attendre et attendre encore pour voir qui émergera véritablement. En février 2016, on verra qui seront les deux à aller au second tour de l'élection présidentielle au Bénin. Madame, monsieur. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Les jeux sont ouverts. On ne sait jamais. Il y a un vent de chaos qui souffle. Il y a un vent de chaos qui souffle le continent africain. Ce sera tout pour le deuxième débat de ce jour. Voici un point rapide de l'actualité à travers le flash d'information. En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga, s'est opposé au dialogue politique annoncé par le président Kabila et a invité ce dernier au respect strict de la Constitution. Précisons qu'aucune des élections qui devraient se tenir en RDC depuis la réélection de Kabila en 2011 n'a pu avoir lieu. En Afrique du Sud, les 8 policiers reconnus coupables du meurtre en 2013 d'un chauffeur de taxi mozambicain qui avait été traîné sur la chaussée par un fourgon de police ont écopé ce mercredi de 15 ans de prison. Ce fait divers qui avait eu lieu à Johannesburg avait suscité l'indignation dans le monde entier.
Au Burundi, le parti au pouvoir s'en est pris violemment ce mercredi à la Belgique, ancienne puissance coloniale, d'armer l'opposition dans l'objectif de recoloniser le pays plongé depuis 6 mois dans une crise politique. Cette accusation intervient au lendemain de la résolution déposée et rédigée par la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous clôturons cette émission par le dialogue politique annoncé en République démocratique du Congo. La RDC est-elle en crise pour que son président initie un dialogue à 1 an de la fin de son mandat? Vous aurez la réponse de nos invités après ce générique. Joël Guitondi, selon vous, quelle est l'utilité du dialogue politique que souhaite le président Kabila en République démocratique du Congo? Je n'aurai pas de mots que le mot de Kabila. C'est pour régler la question d'élection qui est devenue une question sensible, hautement sensible en RDC. Depuis 2011 qu'il est là, il n'a pas organisé les élections et c'est maintenant à 1 an de la fin de son mandat qu'il pense qu'il faut faire un dialogue pour les élections. Il a dit il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ce sont ces réponses que je rapporte. Ou bien il veut copier Denis Sassou Nguesso. En tout cas, c'est ce qu'il a dit, mais je dis le dialogue, ça s'impose dans toutes circonstances. Mais là, ça reste un gros piège, un autre piège pour l'opposition. Est-ce que l'opposition congolaise parviendra à faire la différence? Nous avons vu déjà ailleurs, je veux parler du Congo voisin, Congo-Brazzaville. On a dit non, vous allez parler de Katumbi tout à l'heure, qui ne veut pas du dialogue. On n'en voulait pas, comme ils ont refusé entre-temps les consultations nationales qui ont eu lieu en septembre 2013, ils en sont encore là. On va boycotter ce dialogue au lieu de tirer leçon de ce qui s'est passé ailleurs pour trouver les meilleurs mécanismes pour barrer la voie à Kabila. S'ils ne le font pas, dans le budget, il n'y a pas d'argent à-t-il clamé pour les élections, mais dans le budget additionnel, il y a une ligne déjà pour un éventuel référendum. Qu'est-ce à dire? Si le dialogue ne marche pas, encore que j'en doute, parce que Kabila finira par trouver des gens pour l'accompagner pour le dialogue. Et après le dialogue de négociation en négociation, il pourrait y avoir ce qu'ils appellent là-bas un glissement, un report. Et si on dépasse, on finira par aller vers un référendum, on va manifester. Finalement, ça peut être difficile, il y aura des morts. Mais Kabila risque de modifier la Constitution. C'est un autre piège. Il faut aller au dialogue. Il faut trouver les mécanismes pour ne pas tomber et faire les mêmes erreurs que les autres. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, qu'est-ce que vous constatez? Le référendum est consommé. Et les gens en sont encore à discuter. Eux qui ont refusé hier. Ils ont fini par accepter le dialogue. Georges Amelon, c'est votre avis? Il faut accepter le dialogue? Oui, je pense qu'il y a la tentation du 3e mandat. Elle est bel et bien présente. Le dialogue n'est pour moi qu'un artifice pour faire en sorte de réunir le plus grand nombre de gens autour d'une idée, d'une ambition anticonstitutionnelle qu'on va constitutionnaliser, qu'on voudrait faire partager. Oui. Alors, à partir du moment où l'opposition boycottera le dialogue, on décidera tout simplement qu'il y a quand même des gens qui sont allés et qui ont arrêté au nom de la nation un certain nombre de décisions qui seront mises en application. Mais je crois que si l'opposition se rend au dialogue et arrive à se fédérer, et c'est là encore la grande difficulté, eh bien, je crois qu'elle sera en position de force pour dire arrêtons la machine Kabila. Et si jamais la machine passait, quelles pourront être les conséquences? Nous aurons un 3e mandat. Avec les risques de violence et de troubles. Oui, bien sûr, mais vous savez, c'est un passage obligé des histoires politiques de nos pays aujourd'hui. 3e mandat, nous en parlons tout simplement parce qu'aujourd'hui, les rouages démocratiques ne sont pas encore bien huilés chez nous. En réalité, s'il y avait la possibilité d'un 3e mandat au Bénin, on en prendrait le chemin. C'est parce que chacun sait déjà que la voie est obstruée, que personne ne tente d'y aller. Mais ailleurs, la voie, elle est encore ouverte. Et donc, si on l'a fait au Rwanda, il n'y a pas de raison qu'on le fasse au Congo. On l'a fait au Congo-Brazzaville, on l'a fait au Burundi. Oui. Donc cela donne des appétits. Merci, chers invités. Madame, monsieur, c'est tout pour cette émission Angle de vue de ce jour. Très bonne suite de programme sur Sika, la seule chaîne qui vous présente le vrai visage de l'actualité sur le continent africain.